Bonjour à tous. Alors, lien social et prévention partagée, comprendre, entretenir, recréer. Je suis Christine Ago, correspondante territoriale pour le Centre Val-de-Loire, réseau V37 de l'Union nationale pour la prévention du suicide. Alors, nous attaquons directement la thématique de cette conférence à deux voix. Dans nos vies quotidiennes, dans le cadre familial, mais aussi professionnel, le lien social. Ici, la thématique renvoie aux organisations du travail. Selon l'article de Philippe Duport de France Info, publié le 9 mars 2023, c'est un chiffre qui interpelle. Les psychologues d'un cabinet de prévention des risques au travail, Empreinte Humaine, étudient depuis 3 ans l'état de santé mentale des salariés français. Selon l'indicateur qu'ils publient, 44% d'entre eux sont en état de détresse psychologique, mais 9 salariés sur 10 estiment qu'avoir un travail est bon pour la santé mentale, selon la même étude. Après le quiet quitting, la démission silencieuse en français, qui consiste à faire le strict minimum pour conserver son poste, et le act your wage, ou le travail à la hauteur de son salaire, qui agite les sphères professionnelles, que penser de la situation de nos organisations du travail ? Cette conférence a pour thématique lien social et santé mentale au sein des organisations du travail à deux voix, pour deux perspectives croisées. Celle du sociologue, dont le but est de comprendre et d'expliquer les mécanismes qui régissent l'organisation et l'évolution de la société, en particulier les phénomènes et les comportements sociaux. Celle du psychologue, qui aide les individus ou des groupes en souffrance psychique, qu'il s'agisse d'accompagner des malades, de dépister des troubles du comportement ou de recruter du personnel. Le psychologue écoute, observe, évalue et conseille. Alors Jean-Philippe Fouquet est sociologue du travail au sein de l'Université de Tours et chercheur au sein de l'UMR, Unité mixte de recherche, du CNRS, 7324 CITER, équipe COST. Membre de la Maison des sciences de l'homme Val-de-Loire, il mène ses travaux sur la thématique de la santé, avec comme fil conducteur l'analyse des pratiques et des conditions de travail dans des contextes de transformation et d'innovation sociale, organisationnelle, technologique et numérique. Il s'intéresse en particulier à la façon dont les individus, les groupes professionnels et les métiers vivent la relation au changement du rejet à l'adhésion. Sylvaine Alibert, doctorante en psychologie du travail, des organisations et de l'orientation, en ce moment en thèse sur la pérédance, laboratoire de psychologie UR 44139, Université de Bordeaux, psychologue clinicienne de travail, psychothérapeute, thérapeute systémicienne. Elle est membre elle travaille pour l'association Elburn, association qui a pour objectif d'apporter un soutien et un accompagnement aux femmes victimes de burn-out en vue de leur réinsertion sociale et professionnelle. Alors, comment ces deux experts comprennent-ils la thématique lien social et santé mentale dans les systèmes d'organisation du travail ? Jean-Philippe. On ne va pas y arriver sur mon prénom. Merci Isabelle. Ah non, c'est Christina, pardon. Merci de votre accueil. Merci pour les précisions sur CITER. C'est très, très important. Alors, juste pour que vous compreniez bien, effectivement, y compris par rapport à ce qui a été présenté avant, avec beaucoup de chiffres, beaucoup de statistiques, moi, et je pense que ma collègue en fera de même, l'idée, c'est vraiment une invitation à un pas de côté, c'est-à-dire que, c'est juste pour me rassurer que je ne suis pas hors sujet. En fait, je vais juste vous expliquer finalement ce qu'un sociologue du travail, en l'espèce moi, mais je pense que mes collègues sont sur ce même registre, comment on regarde ces questions, alors sans doute pas uniquement de suicide, mais de manière générale sur tous ces termes qu'on entend aujourd'hui de risques psychosociaux, de souffrance, de santé mentale, de souffrance. Enfin, vraiment, il y a un florilège de termes aujourd'hui. Alors, juste comme l'idée, là, c'est d'échanger, je vous donne juste 2-3 points, en fait, sur lesquels je vais essayer de vous donner des éléments qui nous inviteront peut-être aussi à discuter ensemble. Le premier, par rapport à ce que vous disiez, Christina, je crois qu'il y a un point, moi, sur lequel je lutte, c'est d'abord cette idée que lorsqu'on parle de souffrance au travail, ce serait uniquement une problématique individuelle.
il y a une tendance quand même très très forte au sein des organisations de travail de considérer que c'est d'abord une problématique individuelle, et j'essaierai d'en montrer quelques éléments pervers. Quand je commence un cours de sociologie des organisations, j'explique aux étudiants qu'une organisation du travail, c'est d'abord un groupement humain. C'est d'abord un collectif dans lequel des gens œuvrent avec un objectif commun qui est de faire en sorte que la structure, l'institution, l'entreprise fonctionne bien, mais ça n'exclut absolument pas le fait qu'il y a de la diversité. Il y a de la diversité dans les aspirations, il y a de la diversité dans les stratégies, il y a de la diversité dans les positions que les uns et les autres occupent. Donc c'est d'abord un espace humain. Donc cet espace humain, et là je reprendrai ce que vous aviez dit dans le propos introductif, peut y avoir chez certaines personnes un vécu des transformations qui soient particulièrement difficiles, que ce soit des transformations sociales, que ce soit des transformations technologiques, que ce soit des transformations organisationnelles. Individuellement, un individu peut parfaitement vivre ces transformations-là plus ou moins difficilement, voire plus ou moins douloureusement. Je ne m'y arrête pas, mais c'est ce qu'a très bien montré un feu collègue, si je puis me permettre cette familiarité, Émile Durkheim, dans son ouvrage sur les suicides, où il liste des formes de suicide qui montrent qu'à un moment donné, un individu va être en rupture, en incapacité d'eux. Mais, une fois qu'on a dit ça, encore une fois, l'effet pervers, c'est de considérer que le vécu d'une situation de travail ou d'un mal-être au sein de l'organisation sera un problème d'un individu qui serait finalement en incapacité d'affronter, qui ferait monte de formes de fragilité et de faiblesse. Donc on lui renvoie bien cette responsabilité-là. Et là, c'est vrai qu'en tant que sociologue, ce qu'on va faire, c'est dénoncer ça, ou tout du moins inviter à en discuter avec ceux qui sont porteurs de cette discussion, en disant non, les dysfonctionnements, les détresses, les souffrances qu'on range dans cette fameuse boîte qu'on appelle la santé mentale ont quand même principalement pour origine des politiques de management qui sont à l'œuvre aujourd'hui, et que ce soit dans tous les secteurs d'activité, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans le commerce, dans le tertiaire, enfin on pourrait passer quasiment tous ces secteurs-là en revue. Alors encore une fois, ces politiques de management, elles ne sont pas nouvelles. Vous avez des tas de secteurs qui ont connu des politiques de management, et je vais pas revenir au cercle de qualité, enfin tout ce qui a traversé le taylorisme, etc. Mais il y a clairement des formes de management qui se sont accrues et qui se sont accrues avec un phénomène qui fait écho à ce qui nous a été dit à l'instant et ce que vous aviez dit, Dr Filat, sur cette idée d'individualisation du travail et des conditions dans lesquelles on l'évalue aujourd'hui. Et vous voyez, j'avais noté cette citation que j'avais prise. Alors, j'ai beaucoup de post-it, mais ils ne sont pas, mais c'est que ça, c'est l'avantage de voyager en train, c'est qu'on a toujours des idées de dernière minute. Dans une revue qui s'appelle la revue Soins sur la souffrance au travail, j'avais repris cette citation que je trouvais extrêmement éclairante qui disait « Finalement, nous sommes passés du fracas des corps à un asservissement moral et psychique. » Et sans doute, et c'est là que je terminerai mon deuxième point avant d'en discuter, sans doute qu'il faut regarder de près pour comprendre aussi ces mécanismes de souffrance, de quelle logique de management on parle. Alors je les passe vraiment en revue parce que on pourra toujours en discuter les uns avec les autres. La première logique, c'est ce qu'on appelle la mise en pression. C'est l'imposition de cadence, c'est l'imposition d'objectifs qui sont parfois totalement intenables. C'est ce que vous entendez parfois par le terme de burn-out qui signifie un épuisement professionnel. Ça, ce sont des choses qu'on observe beaucoup. C'est une première logique. La seconde logique qu'on observe, c'est celle de mise en situation du travail absurde. Ce que vous avez peut-être entendu également sous forme de brown out. Brown, ça veut dire coupure de courant en anglais, ce qu'on qualifierait par une perte de sens ou une perte d'intérêt pour le travail. Combien d'entre nous ici n'ont pas connu des réunions à n'en plus finir totalement absurdes, qui ne mènent strictement nulle part, où on a des objectifs dans la réunion qui est presque définir l'ordre du jour de la réunion en question et puis de la précédente, etc. etc. Et vous avez dans d'autres secteurs des temps finalement d'absurdité où on finit par perdre
avec la capacité plus ou moins présente chez les uns et les autres, finalement de s'extraire ou bien de se blinder, comme on entend souvent. C'est ce que moi j'appelle dans mon jargon à moi le syndrome Pénélope, c'est-à-dire qu'on passe notre temps à faire et à défaire et à refaire, comme si c'était devenu une sorte de logique normale de l'organisation. Non, ça atteste juste de notre dysfonctionnement. La troisième logique, c'est ce qu'on appelle la mise en sous-régime ou en sous-sollicitation, ce que vous pouvez aussi entendre parfois par bore-out, ou alors des termes comme l'ennui au travail. Et l'ennui au travail, c'est quelque chose qui est facteur très très fort de souffrance ressentie avec tout ce qui nous a été dit sur parfois des décisions qui peuvent aller jusqu'à l'ultime acte. Et c'est souvent difficile parce que sur le bore-out, combien s'entendent dire par des collègues, mais enfin, de quoi tu te plains, tu n'as rien à faire. Et on ne voit pas la souffrance qui est ressentie parfois par des salariés qui sont dans ces situations-là. La quatrième logique, auquel malheureusement nous n'échappons quasiment plus, aucun de nous, c'est la mise en concurrence. C'est les mises en tension, c'est les mises en conflit avec une idéologie, mais qui est insupportable, intenable quand on la regarde de plus près sur le plan managérial, qui est de considérer que la mise en compétitivité serait une sorte de dépassement, voire même d'émulation. Il y a quand même à réfléchir sur toutes ces logiques-là qui sont en train de gangréner les organisations du travail. D'ailleurs, c'est intéressant parce que pour être sportif, j'ai toujours été, je le suis de plus en plus, interpellé par toutes les métaphores autour du sport et toute la convocation des sportifs de très haut niveau pour lesquels j'ai un profond respect, mais qui viennent dans les organisations du travail, stimuler, émuler, etc. Sauf qu'on oublie que le sportif, généralement, c'est d'abord et avant tout un compétiteur. Est-ce que c'est ce qui doit animer un salarié dans un collectif de travail? C'est une question que je soumets à la collégialité. Et puis le sportif, quand il s'aligne sur une ligne de départ, c'est souvent pour être devant celui contre qui il concourt, même si ça peut être aussi un élément de dépassement personnel. Donc cette transposition dans les organisations du travail, moi je pense qu'à minima, elle mérite d'être interrogée. Et puis par rapport à cette quatrième logique, ce terme... Je suis désolé, je ne suis pas très politiquement correct, mais ce n'est pas grave, il n'y a pas de mauvaise intention de ma part. C'est cette logique projet. Mon Dieu, partout où on va dans les organisations, on nous installe en logique projet, il faut mener des projets. La logique projet, elle a sans doute des éléments et des vertus extrêmement positifs, sauf que, par définition, elle crée des collectifs, des sous-collectifs qui cassent cette dynamique collective qui est pourtant à l'œuvre lorsqu'on s'engage dans une organisation. La cinquième logique, et ce sera ma dernière, c'est la mise en conflit éthique. Moi, il s'avère que je mène mes recherches dans le secteur du soin, de la santé. Quelqu'un a pris la parole pour parler du grand âge. Moi, mon quotidien, c'est des services hospitaliers, c'est aussi des EHPAD, tout un nombre d'établissements qui prennent en charge le grand âge. Et combien de témoignages de professionnels qui me font part de ces difficultés éthiques dans lesquelles on se retrouve. Pardon, je ne le fais pas là. Vous êtes bien aimable. Je ne le fais pas là, mais si vous le souhaitez, je vous donnerai quelques exemples, mais qui mettent vraiment les salariés, les collaborateurs dans des situations souvent inconfortables. Et j'arrête simplement, avant de vous passer la parole, avec cette idée que tout ça, ça a été permis, sans doute même accéléré à la faveur des innovations techniques, numériques, qui renforce encore l'individualisation du travail et du salarié, et puis asymétrise encore plus les relations entre des hiérarchies et puis des salariés, avec là aussi une dimension qui mériterait d'être interrogée, mais ensuite je me tais, c'est la valorisation de l'autonomie comme si c'était une valeur, sauf que l'autonomie, quand les choses ne se passent pas bien, on a tendance à la retourner contre le salarié à qui on a pourtant octroyer une part importante d'autonomie. C'est ce qui fait dire à mon collègue Vincent Goléjac qu'on a aussi des grilles de lecture autour de ce management fou, ou que dans d'autres temps on a appelé un management absurde. Voilà, je me tais là, mais si vous souhaitez, je pourrais toujours illustrer ce que je viens d'avancer de façon un peu synthétique. Sylvaine ? Ouais, c'est bon, vous m'entendez? Ok, parce que je ne suis pas très habituée des micros, pourtant je voulais être chanteuse à une époque. Mais...
Mais bon, voilà, du coup, je suis devenue psychologue. Oui, la face est cachée de... donc, en psychologie, on parlera plutôt, alors, évidemment, du lien social, mais plutôt du soutien social. Alors, le soutien social en psychologie, donc là, je lis la définition parce que malheureusement, je ne la connais pas par cœur. Le soutien social, c'est rendre compte du processus par lequel les relations sociales ont un effet bénéfique sur la santé et le bien-être. Il renvoie à la dispensation ou à l'échange de ressources émotionnelles, instrumentales ou d'informations par des non-professionnels dans le contexte d'une réponse à la perception de ce que les autres ont besoin. Il s'actualise lors des interactions avec les membres du réseau social ou encore de la participation à des groupes sociaux. Là, ce que je viens de vous donner aussi par la même occasion, c'est un petit peu une partie de la définition de la paire aidant, ce qui est mon sujet de thèse. Alors, si on reprend les organisations du travail et si on reprend finalement cette définition du soutien social, bien qu'il y en ait plein d'autres, mais qu'on reprend cette définition-là, finalement, on se rend compte que un individu, pour préserver son intégrité biologique, physique, psychologique, se développer, se reproduire, finalement, il doit s'assurer d'avoir un accès à un certain nombre de ressources. Ces ressources, bien sûr, vont être contraintes par l'espace que l'on occupe, mais aussi la disponibilité de ces ressources que l'on a à disposition. Donc, il faut transposer ça à l'organisation du travail. Est-ce que nous avons toujours les ressources suffisantes pour effectuer notre travail? Est-ce que finalement nous avons l'espace suffisant pour effectuer notre travail? Est-ce que finalement nous avons aussi, parce qu'il y a des personnes qui travaillent seules, des personnes qui travaillent en collectif, des personnes qui travaillent dans des équipes que l'on appelle mixtes, c'est-à-dire qu'à des moments vous pouvez vous retrouver seul sur une tâche et puis finalement être à plusieurs à certains autres moments. Et finalement c'est comment aussi on vit toutes ces transformations de l'espace de travail. Quand on travaille peut-être en espace ouvert, en coworking, c'est peut-être pas tout à fait la même chose que si on a son propre bureau sur lequel on peut mettre la photo de ses enfants et les cartes postales qu'on a reçues des collègues et qui sont partis en vacances pendant que nous on bosse. Bon, ça c'est une autre chose aussi. Pour revenir alors notamment sur les interventions que moi je peux faire pour l'association L-Burn, qui concerne principalement la prise en charge des victimes de burn-out au féminin. Alors, le burn-out, depuis la qualification qu'on en a fait dans les fin des années 90, début des années 2000, et puis maintenant, il y a quand même beaucoup de choses qui ont évolué, ne serait-ce que même dans la vision aussi et dans la compréhension que l'on a de ce processus. Alors avant, des auteurs connus comme Schoffeli par exemple disaient que le burn-out est un état d'esprit durable, négatif et lié au travail affectant des individus normaux. Qui est normal? On ne sait pas. Il est d'abord marqué par l'épuisement, accompagné d'anxiété et de stress dépassé. Alors, je pense que c'est une mauvaise traduction du terme distress, parce que dans distress, il y a aussi cette notion de détresse, et pas que de stress dépassé. Mais ça, c'est un avis personnel. D'un sentiment d'amoindrissement de l'efficacité, d'une chute de la motivation et du développement de comportements dysfonctionnels au travail. Cette condition psychique est progressive et peut longtemps passer inaperçue du sujet lui-même. Ça reste quand même quelque chose d'assez vrai quand on interroge les personnes que l'on prend en charge. Elles ne se rendent pas forcément compte de l'état dans lequel elles sont, entre guillemets. Elles résultent d'une inadéquation entre les intentions et la réalité professionnelle. Le burn-out s'installe en raison de mauvaises stratégies d'adaptation associées au syndrome, souvent auto-entretenu. Donc ça, c'était la définition que l'on avait dans la fin des années 90, début des années 2000. Aujourd'hui, une définition un peu plus récente qui date de 2011, le burn-out est bien le résultat d'un processus. Il apparaît effectivement comme une des multiples réponses mal adaptées à une situation de stress chronique. Le burn-out, en fait, se révèle être un état de fait d'un processus, c'est le symptôme finalement d'un stress qui est dépassé. Pourquoi on dit que c'est une des réponses
c'est parce qu'en fait, il existe aussi d'autres réponses. Quand on ne se sent pas bien au travail, ou quand on est malade du travail, il existe d'autres réponses, d'autres formes de réponses que les individus peuvent mettre en place, qui n'est pas forcément le burn-out, qui n'est pas forcément le bore-out, qui n'est pas forcément le burn-out, mais qui peut être la fatigue compassionnelle. Vous avez peut-être tous entendu parler. Le stress compassionnel. Peut-être la dépression. Le workaholisme. Peut-être vous en avez entendu parler aussi. Ces gens qui ne peuvent pas, qui développent une addiction à leur travail, parce que ça existe aussi. Et dans d'autres cultures, notamment la mienne par exemple, on va parler du karoshi. C'est comment on meurt au travail en faisant un infarctus du myocarde massif, ou un AVC sur le lieu de travail. Alors, on le sait aussi, il y a pas mal de facteurs de risque organisationnel, des facteurs qui contribuent à la mise en place et au développement, effectivement, mon collègue le disait tout à l'heure, de mauvaises pratiques managériales, ou de pratiques managériales en tout cas délétères. Et les facteurs de risque organisationnel, alors moi je les retrouve principalement sur les professions qui sont fondées sur ce qu'on appelle les qualités personnelles, qui peuvent être l'empathie. Il peut y avoir aussi des vulnérabilités personnelles, c'est-à-dire qu'en dehors du travail, on a tous normalement des vies personnelles, en tout cas je vous le souhaite. Et ces vies personnelles-là, en fonction effectivement de ce que vous avez pu vivre, en vous construisant en tant que personne adulte, vont peut-être venir à des moments se réveiller ou pas en résonance avec des individus dont vous avez aussi la charge dans la prise en charge des soins que vous devez leur donner. Et puis, on remarque aussi que la confrontation, les professions qui sont souvent en lien avec la confrontation à la souffrance des autres, et par exemple, et surtout la souffrance des enfants, par exemple, peut venir aussi réveiller tout un tas de choses. Donc dans ces organisations de travail-là, en fait, il faudrait être encore plus vigilant. Ça ne veut pas dire pour autant que dans les entreprises de services, alors je pense par exemple, je ne sais pas, si vous êtes guichetier à la CAF ou si vous êtes banquier, ça ne veut pas dire que pour autant, vous n'allez pas souffrir du travail. Vous en souffrirez très certainement aussi d'une autre façon. Pourquoi ? Parce que finalement, même dans ces métiers-là, quand on pense à un banquier par exemple, on n'y pense pas forcément, mais ça reste quand même un être humain qui peut être aussi sensible à des situations de détresse économique des personnes qu'il a en face de lui. Bon, vous allez me dire, ça dépend du banquier. Mais j'ai envie de vous dire que comme toutes les professions, ça dépend de l'individu que vous rencontrez, que vous avez en face de vous. Que vous dire d'autre ? Sylvaine, justement, c'est tout. Je voulais rebondir dessus pour savoir si vous auriez des perspectives et des pistes de réflexion qui permettraient pourquoi pas, d'améliorer ces systèmes d'organisation du travail. Est-ce que nous pourrions avoir quelques retours de terrain qui impulseraient des pistes de solutions ? Oui, alors parce que bon, effectivement, là, on est en train de vous dresser un tableau peut-être un peu noir, mais dans la pérédance, il y a quelque chose qui est très important, qui est la transmission de l'espoir. Et j'ai envie de vous dire que le monde du travail, comme le monde tout court d'ailleurs, certes, il n'est pas parfait, mais il n'y a pas de fatalité. Parce que réellement, il n'y a pas de fatalité. Dans l'association Allburn notamment, donc, sont mis en place ce qu'on appelle des dispositifs de père aidance, c'est-à-dire que vous devenez père aidant à partir du moment où finalement vous êtes en capacité de transmettre votre savoir d'expérience de vie. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez pris du recul par rapport à ce que vous avez vécu et que vous avez aussi envie de transmettre de l'espoir et de transmettre finalement une partie de votre vie et de votre expérience à disposition d'un autre qui est en train de traverser peut-être des moments très difficiles aussi dans sa vie et de lui dire oui, c'est difficile, parce qu'on n'est pas là pour mentir non plus, on n'est pas des magiciens. Oui, c'est difficile, oui, ça va être compliqué, mais moi, je m'en suis sortie et on est beaucoup d'autres nombreux à s'en être sortis. Et que du coup, la pérédance permet effectivement, dans ses modalités principales, donner l'accès à des informations, notamment sur les prises en charge des parcours de soins, la prise en charge économique, la prise en charge juridique aussi,
parce que le burn-out, pour l'instant, n'est pas une maladie professionnelle reconnue, mais l'association essaie aussi d'œuvrer dans ce sens-là pour que ce soit quelque chose qui soit reconnu, puisque c'est une pathologie quand même liée à l'organisation de travail, et pas, comme le disait mon collègue tout à l'heure, effectivement, et je le rejoins entièrement là-dessus, ça n'est pas lié à l'individu qui effectue son travail. Jean-Philippe, est-ce que vous auriez des pistes de réflexion? Des pistes de réflexion, j'en ai, mais je rebondis juste quand même sur ce que vous venez de dire, sur cette idée presque de se désoler de vous dresser un tableau qui est noir. Bon, enfin, objectivement, le tableau du travail aujourd'hui, il est noir. Ça ne veut pas dire que parmi nous, il n'y a pas des gens qui s'épanouissent dans leur travail, qui font un travail qui leur plaît, mais enfin, je parle sous le contrôle d'un statisticien, ce que je ne suis absolument pas, mais enfin quand même, tous les témoignages qu'on peut avoir des échelles les plus macro jusqu'au plus micro montrent que aujourd'hui, on va dans le mur. On va dans le mur, et encore une fois, quand vous dites il y a une addiction au travail, moi j'ai une chance inouïe, on est certainement très nombreux ici, je fais un travail que j'adore. Ça ne me gêne pas d'être sur mon ordinateur à 3 heures du matin, de bosser le week-end, parce qu'il a du sens. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas dans une administration à laquelle je suis au demeurant très attaché, l'université de Tours, où par moment, je ne m'irrite pas, et c'est un doux euphémisme, de certaines modalités de fonctionnement, d'exigence ou d'empilement, etc., sur un tas de recherches, mais je fais un travail et j'ai la possibilité de le faire et il a du sens. Donc je ne décroche pas, mais j'ai envie de dire, je suis acteur du fait de ne pas décrocher. C'est pas tout à fait pareil quand je ne décroche pas, parce que, un peu comme nous le disions tout à l'heure, j'ai des injonctions, des temporalités, là, cette histoire d'immédiateté, de just in time, on entend, enfin vraiment, il y a un florilège de termes où c'est tout de suite, maintenant, etc., et que je n'ai d'autre choix d'être addict, mais pas addict parce que ça correspond à un bien-être, à un épanouissement ou à une forme de reconnaissance, hein, que je sois sur un entrepreneur libéral ou quelqu'un dans du tertiaire ou tout autre secteur, que je sois sur de l'industrie ou bien sur du prendre soin de patients, de résidents, d'usagers, tout ce que vous voulez. La logique n'est pas la même. Puis il y a un troisième élément qui peut donner du sens à l'addiction, c'est que nous sommes dans des phases d'apprentissage de nouvelles méthodes de travail qui peuvent occasionner à un moment donné. Moi, j'ai souvenir de moi, il y a quelques longues années, parce que je ne suis plus un perdreau de l'année, où à 3 heures du matin, je recevais un mail et je regardais mes mails. Et puis à un moment donné, je me suis dit, putain, mais quand même, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Donc ça, vous le régulez, c'est une chose. Donc oui, le tableau potentiellement est noir, mais il est noir parce qu'objectivement, on a des situations. Qu'est-ce qu'un salarié d'Amazon peut trouver d'un tableau qui ne serait pas noir quand vous constatez, et il y a des tas d'enquêtes qui sont menées, où aujourd'hui, avec 10 mots de vocabulaire, vous faites votre travail. On vous colle un appareil sur le bras qui vous dit, vous tournez à gauche, allez, etc. Ça, c'est des formes de souffrance au travail. Le travail, bien sûr que l'origine du terme, c'est tripalium, qui veut dire souffrance. D'ailleurs, ne dit-on pas qu'une femme, lorsqu'elle est en accouchement, qu'elle est en travail? C'était pour dire que c'est une phase particulièrement aiguë de la douleur. Mais encore une fois, il y avait du sens. Donc, attention quand même, sous prétexte de ne pas vouloir noircir le tableau, de rendre la copie plus belle qu'elle est aujourd'hui. Mais juste, attendez, Christina, je vais quand même répondre à votre question. Non, mais là, je faisais une digression parce qu'on a trop tendance parfois... D'accord. Voilà. Ça, par contre, c'est un autre système de contraintes avec lequel il faut composer. Non, mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que sous prétexte d'être parfois dans des instances où il faut tenir un propos qui nourrit les gens, mais qui en même temps serait une sorte de truc équilibré, on ne dit pas les choses. Alors après, vous me dites quelques pistes. Moi, elles sont très simples, les pistes. C'est vraiment du pur bon sens. C'est savoir repérer, entendre et stopper le mal-être et la souffrance dans les entreprises et ne pas les réduire à une problématique individuelle. Ça, encore une fois, on n'a pas le temps là, manifestement, mais j'ai des exemples criants de gens qui m'ont donné des témoignages où manifestement on est loin du compte. Remettre du sens au travail et dans les coopérations. On a cassé, encore une fois, et je ne parle pas que des corps intermédiaires, mais tout un tas de collectifs de travail qui faisaient sens, qui faisaient du commun et qui faisaient que je me sentais pris dans quelque chose auquel j'adhérais. Revitaliser les coopérations.
les formes de travail aujourd'hui, elles ont cassé ça. Et puis, le dernier élément, c'est ce que je disais tout à l'heure, sortir de l'individualisation des formes de management. Et quand je dis ça, je ne voudrais surtout pas donner le sentiment que je ne pense pas aux managers eux-mêmes. Tous les personnels de l'encadrement sont aussi, par moments, dans la souffrance par rapport à ce qu'ils imposent comme injonction à leurs collaborateurs. Donc, les pistes, elles sont assez connues. Moi, j'invite des managers, quand je suis avec eux, descendez dans l'arène. Et même le terme d'arène, il n'est pas satisfaisant. Mais allez au plus près du terrain. Allez prendre conscience de ce qu'est quand une aide-soignante vous dit « je ne peux pas faire ça parce que j'ai 15 toilettes ». Et qu'après, vous me faites 15 toilettes. Moi, j'ai une aide-soignante qui m'a dit « je suis ressorti d'une toilette avec une collègue, avec une dame âgée de forte corpulence, où elles ont fait ce qu'on appelle une toilette sous contrainte. Elles se sont regardées pendant toute la toilette, elles étaient mal à l'aise. La dame me dit « on est sorti de la chambre, j'ai dit à ma collègue, on a fait une toilette de merde ». Elles étaient en souffrance. Et elle me dit « le pire ». C'est qu'elle voit sa cadre de santé qui lui dit « N'oubliez pas, mesdames, que cet après-midi, il y a un séminaire qualité sur le bien prendre soin. » Ça, c'est de la souffrance. Ça, c'est de la souffrance. Et là, il faut que les managers aillent au plus près et prennent conscience que parfois, ils sont dans des situations où ils demandent des choses qui sont difficilement tenables. Après, voilà, il y a les ressources individuelles qu'on a ou pas. Merci Jean-Philippe. Donc, on va passer aux questions du public, mais juste avant, est-ce que vous pensez que vos approches, en 30 secondes, que vos approches sont complémentaires? C'est ce qui ressort finalement de cette conférence. Ah ben oui, en 30 secondes. Heureusement. Donc pour vous, c'est vraiment ces pistes de solutions et de réflexion sont pour les organisations du travail en elles-mêmes, oui, plutôt que de faire reposer sur le salarié ou sur le travailleur. En 30 secondes. En fait, je pense que oui, effectivement, on dit la même chose avec peut-être une sémantique ou un vocabulaire un petit peu différent, avec une approche aussi peut-être un peu différente, ce qui est tout à fait normal. Mais je pense que là-dessus, on se rejoint complètement et que c'est très complémentaire, puisqu'effectivement, en tant que psychologue, bien souvent, on agit à un niveau qui est plus micro, c'est-à-dire d'individu à individu. Mais effectivement, peut-être qu'un sociologue peut intervenir sur des choses peut-être plus macro, où on touche vraiment à l'organisation de façon générale et peut-être même à la vision de la société de façon plus générale aussi. Merci. Il n'y a pas de débat juste par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'on veut souvent opposer les sociologues et les psychologues. Moi, je m'entends très bien avec les psychologues et je pense qu'il est vrai pour vous avec les sociologues. Là où vous avez raison, c'est l'échelle à partir de laquelle on regarde les choses. Le psychologue, si on caricature, il va s'intéresser très légitimement à l'individu, ce que vous faites d'ailleurs dans la manière de les accompagner, qui est essentiel. Là où le sociologue, finalement, il va dire attention, là on parle de suicide aujourd'hui, on parle de mal-être, on parle de souffrance, de santé mentale, réencastrons ça dans des organisations humaines qui ont d'autres logiques. Mais je ne pense pas qu'on se jette des assiettes ce midi à table ensemble. Non, c'est parfaitement complémentaire, comme ça l'est de la statistique qui a un autre regard, qui a une autre échelle, qui est extrêmement éclairante. D'où la pertinence du lien social et de la santé mentale dans les organisations du travail. Mesdames et messieurs, vous pouvez donner vos questions. Donc j'ai une question de Corinne Melzer, qui est père aidante à l'association, je pense, APA. J'espère que je n'écorche pas le nom. Donc c'est une question qui émane du chat Zoom, donc ça fonctionne bien. Sait-on pourquoi le burn-out n'est-il toujours pas reconnu comme maladie professionnelle? Il y a tant d'exemples de cas et de plus en plus de personnes touchées. Alors, une des explications pourrait être que si c'est reconnu comme une maladie professionnelle, ça veut dire en creux que les organisations de travail reconnaissent qu'à un moment donné, elles peuvent avoir des pratiques délétères ou pathogènes sur la santé de leurs salariés. Et je ne sais pas si aujourd'hui les entreprises, la société dans son ensemble finalement, a envie de prendre cette responsabilité-là aussi. Moi, je crois que vous avez effectivement raison de pointer ça. Alors, j'ajouterais, mais là, je parle sous votre contrôle et sans doute à beaucoup de parmi vous, parce que vous êtes plus spécialiste de moi que ça, c'est qu'en plus, sans doute qu'il y a une spécificité de cette souffrance, de ces pathologies mentales qui mettent dans des situations de détresse beaucoup plus importantes. Quand vous aviez à gérer, quand vous avez encore à gérer des conditions de travail sur l'amiante, sur des situations de pénibilité pendant des siècles, on est mort au travail, mais physique.
Là, c'est vrai que, mais bon, vous le direz mieux que moi, je pense qu'en plus, le sujet, moi je vois à l'université, la problématique de la santé mentale des étudiants, elle est extrêmement importante et ce n'est pas spécifique à Tours. Et on sent bien qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les accompagner. Regardez la crise de la spécialité de la psychiatrie. C'est catastrophique qu'on ne puisse pas, les collègues ne peuvent pas tout faire. Donc, vous avez raison, c'est un sujet qui renvoie l'organisation à ses responsabilités. Le peut-elle, est-elle prête, c'est pas sûr. Et puis deuxièmement, sans doute un objet sur lequel on a longtemps considéré que c'était le fou. Donc, et comme c'est individuel, donc c'est compliqué, mais ça devrait l'être. Je suis là. Je voulais merci en tout cas pour les éléments que vous nous avez apportés, des éléments d'analyse très intéressants. Je voulais intervenir sur la question du télétravail. À SOS Amitié, au moment du confinement, on a eu un certain nombre d'appels sur ce sujet-là et on a bien vu comment la question du lien social qui était de mauvaise qualité, si je peux dire ça comme ça, le fait que les gens se retrouvent seuls chez eux devant leur ordinateur, a été pour certains d'entre eux très très compliqué, allant jusqu'à à recourir à des addictions, ou des choses très compliquées à gérer par la suite. Et ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui la pandémie est passée, et pour autant sur la question du télétravail, alors pas dans toutes les professions, mais pour les professions qui s'y prêtent, certains salariés ont beaucoup de mal à revenir sur les lieux de travail, à revenir sur le lieu de travail, préférant, pour des bonnes ou mauvaises raisons, c'est pareil, ça serait le lieu d'un débat, mais je pense que, je ne sais pas si vous avez, vous, des éléments d'analyse là-dessus, mais je crois que c'est intéressant à regarder. Alors, le télétravail a été beaucoup regardé à la faveur de la crise sanitaire. Premier élément de réponse, vous compléterez. Vous avez raison. Dans de nombreuses organisations, on constate la difficulté que certaines personnes ont à revenir. Alors après, c'est quelque chose qui s'explique sans doute. Il y a beaucoup de psy et psychiatres, psychologues qui le diraient encore mieux que moi. Il y a la notion de cage de Faraday, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça a constitué quand même une sorte de sécurité pour le salarié, peut-être aussi une autre gestion. Pour information quand même, on s'est aperçu que le télétravail, l'effet pervers, c'est que ça accentuait au niveau des tâches domestiques le rôle des femmes, qui avaient beaucoup plus de difficultés que les hommes à s'extraire de leur activité domestique pour le travail et inversement. Donc là encore, nous, je sais qu'à l'université, un de mes collègues directeurs d'un des services me disait on bataille pour faire revenir les collègues, mais je crois que là encore, vous l'avez dit, c'est sans doute un indicateur de la relation au travail, sur le bien-être, sur tout ce qu'on dit, sur ce délitement du collectif. Et puis encore une fois, moi je ne suis pas du tout antidéterministe, mais les outils font qu'aujourd'hui à distance, regardez combien d'entre nous avons cessé de faire des colloques en présentiel pour faire, d'ailleurs je crois qu'il y a, d'après ce que j'ai compris, beaucoup de gens en distanciel. Est-ce qu'on y gagne ou on y perd en qualité? Moi, je n'ai pas d'avis sur la question, je ne crois pas. Mais ça dit quelque chose sur aussi un autre rapport au travail que vous évoquiez aussi, Christina, dans le fait que le travail reste à la fois une valeur extrêmement structurante et en même temps, les conditions dans lesquelles on l'exerce peuvent être extrêmement hétérogènes. Mais c'est un super fil conducteur que vous tirez le télétravail qui nous renseigne aussi sur ces sujets-là. Oui, et puis finalement, c'est peut-être que l'employeur doit se poser aussi la question de pourquoi les salariés ne veulent pas revenir. C'est-à-dire que batailler pour que des salariés reviennent au travail, ça vient de dire quoi aussi du travail, finalement, et de ce que propose l'organisation comme conditions de travail, comme conditions d'emploi, presque même, j'ai envie de dire. Après, il y a des personnes aussi qui rechignent à revenir au travail parce que finalement, ça leur a permis de trouver un équilibre vie personnelle, vie professionnelle aussi, qui est quand même important. Donc voilà, effectivement, ça vous laisse peut-être le temps le matin de déposer vos enfants à l'école. Peut-être ça vous laisse le temps d'aller les rechercher le soir parce que finalement, certains, en tout cas télétravailleurs le disent, ne pas être interrompu par les collègues dans la journée parce qu'il y en a un qui vient boire le café dans votre bureau, parce qu'il y en a un qui revient de vacances et qui vient vous montrer les photos du petit dernier, etc., etc. Bon, ça a peut-être des avantages aussi.
Je ne sais pas si finalement tous les télétravailleurs, comment dire, c'est très hétérogène les réponses de pourquoi on aime être en télétravail et pourquoi on n'aime pas y être. Donc je ne sais pas, je pense que beaucoup d'organisations du travail, là du coup, ont pris le parti finalement de faire du cas par cas au niveau RH. Et bon, peut-être que c'est pas plus mal, je ne sais pas. Bonjour, bonjour à nouveau. Je rejoins vos propos, monsieur, au sujet des projets, en fait. Il y a pire encore comme item, ça s'appelle plan d'action. J'aimerais avoir votre avis sur la question. Et ensuite, pour les aides-soignantes, j'exerce en tant que psychiatre dans un hôpital général, donc je fais les MCO. Et j'en vois beaucoup, bien sûr. Il y a les infirmières, les médecins qui sont en souffrance, mais les cadres, elles sont à côté de leurs équipes, mais elles sont soumises à la hiérarchie. Qu'est-ce que vous voyez comme piste pour que tout ce monde-là prenne conscience du stress? Parce que la réduction du nombre de lits, si dans cette situation où il y a un nombre de lits réduit, il y a la souffrance au travail, qu'est-ce qui serait avec l'improbable retour au nombre de lits d'il y a 20 ans, par exemple? Il faut augmenter probablement le nombre de personnel. Oui, alors votre question, elle est compliquée. C'est un peu ce que je disais quand j'évoquais les managers que moi, je ne voudrais surtout pas construire comme la catégorie repoussoir qui ne comprendrait rien aux logiques. Je crois qu'eux-mêmes sont pris là-dedans et bien évidemment, j'intègre les cadres dans votre propos auquel je souscris complètement. Après, quoi faire? C'est difficile parce que on a l'impression que progressivement, encore une fois, est-ce que ce sont les outils? Est-ce que cette idéologie-là de perception de l'entreprise, est-ce que c'est aussi le fait que vous avez des tailles d'entreprise, pas toutes, où il y a une sorte d'abstraction aussi de la tête? Moi, j'ai fait un doctorat sur les conducteurs routiers, vous voyez, loin de la santé, mais les mecs me disaient, quand on n'était pas content, on allait voir le patron, il était dans le bureau d'à côté, on s'expliquait, et puis généralement, on finissait par boire un verre ensemble. Les organisations qu'on observe aujourd'hui sont beaucoup plus abstraites. C'est presque difficile par moment de savoir à qui on doit s'adresser. Donc tout ça concourt sans doute à ce que chacun cherche très légitimement à faire son travail. Mais dans ce que un de mes collègues, et j'aime beaucoup son image, dit, le problème c'est que les organisations travaillent de plus en plus en couloir de nage. C'est-à-dire que chacun reste dans le sien, parce que il a des injonctions, parce que lui-même est pris dans des formes de hiérarchie qui font que on lui donne, il a des comptes à rendre, etc. Et tout ça fait que l'empathie, la considération pour l'autre, on la perd ou on n'y pense même plus. Et c'est un peu pour ça, tout à l'heure, quand Christina, vous disiez, mais quoi faire? Franchement, c'est du pur bon sens. Je sais que nous, en sociologie, moi, je fais partie plutôt d'un courant qu'on appelle les inductifs. C'est-à-dire, je pars du terrain. Et en fait, c'est le terrain qui va me dire, et puis je vois à partir du terrain, et j'essaye de construire un semblant de raisonnement que j'espère intelligent autour de ça. Mais peut-être que c'est du simple bon sens comme ça, c'est-à-dire d'essayer d'aller au cœur de l'activité. Alors, quand je dis ça, je fais très attention parce que dans une organisation, tout est terrain, y compris le cadre lorsqu'il est dans son bureau et puis l'ouvrier ou le salarié. Mais cette idée de dépasser un peu ce qui est mon couloir de nage de manière à ce qu'à un moment donné, je puisse dire, je comprends mieux, je vois mieux effectivement quelles sont ses contraintes, quelles sont ses temporalités, mais quelles sont aussi ses limites. Parce qu'il y a aussi de la résistance, il ne faut pas non plus construire les uns par rapport aux autres et considérer qu'il y a le bien et, puis, et l'autre qui serait le mal. Et puis essayer de voir dans un exercice un peu de dépassement comment on peut, encore une fois, ça va faire très tarte à la crème ce que je dis, mais le commun, ce que vous dites sur les cadres, c'est ça, c'est à partir de quand on considère qu'on est dans la même organisation et qu'on a tous le même objectif, indépendamment d'avoir des objectifs qui vont être catégoriels, statutaires, etc. Mais au moins cet objectif qui est que ce collectif, il ait une bonne santé économique, il puisse embaucher, il puisse être un facteur de développement, d'épanouissement, de compétences pour ses collègues. Quel beau mot que de transmettre. Et là, on voit bien qu'on est, on est un peu à sec par rapport à ça. Je ne sais pas si vous avez des... Oui, parce que finalement,
Je pense que de toute façon, il n'y a pas qu'une seule réponse, il n'y aurait pas qu'une seule modalité de réponse effectivement à qu'est-ce qu'on peut faire. Mais effectivement, déjà remettre du bon sens et remettre aussi du sens au travail. Et puis peut-être aussi parfois oser s'exprimer sur les désaccords que l'on peut avoir. C'est-à-dire que quand on n'est pas d'accord sur quelque chose, sur une stratégie, sur l'embauche d'un collaborateur, sur la mutation de certains collaborateurs, etc., peut-être aussi oser s'exprimer et oser le dire. À un moment donné, vous avez tous entendu parler là, du courage managérial. Moi, j'ai envie de dire du courage tout court, c'est-à-dire qu'effectivement, on a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit d'exprimer son désaccord de manière constructive pour avancer tous ensemble dans le même sens. Et peut-être qu'il y a des moments où, effectivement, on est dans des positions où on a l'impression de subir, parce que c'est une réalité aussi. Mais peut-être qu'à certains moments aussi, on peut se dire, mais je ne suis pas qu'un être qui subit. Je suis aussi un être qui agit, je suis un être qui pense, et je suis un être qui peut s'exprimer. Oui. Moi, c'était une question extrêmement rapide. J'ai vu récemment dans des articles de journaux autour des démissions qui devenaient des fêtes. C'est-à-dire que quand je démissionne, je fais une fête de façon à montrer que j'ai démissionné. Comment vous analysez ça? Est-ce que c'est très factuel et c'est un non-événement? Ou comment vous voyez les choses? Que c'est une forme de réaction, c'est peut-être une façon de se prémunir du burn-out, mais comment vous voyez ça et est-ce que c'est développé? Alors c'est intéressant, je suis désolé, je ne veux pas faire court, mais je vais faire un peu moins long que trop court. Non, il s'avère que je n'ai pas été convié à une fête, mais je vis actuellement une situation avec quelqu'un dans mon entourage qui m'est très cher, qui va démissionner, va partir de son entreprise après 20 ans comme psychologue. Et elle est passée par tous les stades, celui de la culpabilité, par rapport à un attachement, par rapport aux résidents, c'est dans un EHPAD, et aujourd'hui, sans parler de fête, il y a encore beaucoup d'incertitudes sur l'heure après, etc., mais il y a un vrai soulagement. Il y a dire j'ai fait le pas. Et alors, on en avait parlé avec Christina qu'on avait préparé, vous avez des catégories, plutôt les CSP+, combien, à la faveur de la crise sanitaire, ont arrêté? Alors là encore, une fois, il y aurait des marges d'autonomie qu'on n'a pas quand on est ouvrier ou qu'on a des qualifications qui ne permettent pas de se reclasser. Mais combien de gens sont partis pour reprendre des métiers autour des animaux, autour de la nature, etc. Donc la fête, sans doute qu'elle est, anthropologue 2 secondes, une sorte de rituel de passage, mais en psychiatrie, vous le voyez aussi comme quelque chose où à un moment donné, j'accepte que c'est fini, et là je m'autorise au ouf, et je sors de cette culpabilité de dire, mon Dieu, 1, je laisse mes collègues dans la merde, 2, ces résidents auxquels je suis attaché, mais à un moment donné, il y a un principe de survie, et puis 3, dire, finalement, je peux faire autre chose, et de toute façon, si je reste dans l'entreprise ou dans l'organisation dans laquelle je suis avec cet état d'esprit-là, c'est même pas sûr que je sois un élément facilitant d'abord pour moi et aussi pour les autres. Donc non, vous avez complètement raison. Oui. Oui, en fait, c'était une question ou une remarque. Ce qu'on voit là chez les adultes, dans les organisations de travail, on le voit aussi chez les adolescents par rapport à la scolarité. Parce que le nombre effroyable de jeunes qui ne voient plus le sens de ce qu'ils font quand ils sont scolarisés interroge. On peut toujours dire que c'est une façon erronée de voir les choses. Voilà. Mais c'est plutôt une remarque parce que comme les ados nous montrent avant ce qui va se passer souvent chez les adultes un petit peu plus tard, ce désarroi qu'ils expriment et qui est aussi très lié à l'école, à la scolarité, au fait qu'on ne sait plus. Et puis alors, moi je dis toujours patin à roulette sur planche à voile, parce que les parents sont dans les mêmes situations et c'est épouvantable pour les ados. Est-ce que les adultes ne vont pas, eux aussi,
augmenter leur passage à l'acte suicidaire quand le sens de ce qu'ils font sera devenu beaucoup trop profond, comme c'est le cas actuellement, peut-être, parce que je ne peux pas faire tout à fait les corrélations, chez les adolescents qui, quand même, l'école, c'était quand même un lieu qui était important pour eux. Voilà. Donc c'est pour ça, juste pour dire, c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on se penche là-dessus sur les adultes, chez les adultes aussi. Oui, mais et là où vous avez raison, je vous rejoins complètement par rapport à la question des adolescents. Ce qui, en général, quand on les reçoit en consultation, la détresse première qu'ils ont, c'est leur orientation. La fameuse orientation professionnelle. Parce que quand vous avez 13 ou 14 ans, comment vous voulez vous projeter sur parce que c'est une absurdité de dire à un jeune eh qu'est-ce que tu vas faire comme métier pour les 30 prochaines années de ta vie? Et de plus en plus tôt. Je pense qu'il est lieu aussi de signifier, à mon humble avis, qu'au niveau des parents, si les parents sont dans une perte de sens, comment peuvent-ils transmettre à leurs enfants le sens? Donc on est là au cœur des familles. Donc... Alors moi j'ai une question par rapport à ce que vous avez évoqué tout à l'heure en matière de concurrence, d'émulation. Et pas loin de ce qui a été dit par rapport à l'école. En fin de compte, est-ce que la question, il ne faut pas la poser plutôt en amont et se projeter plutôt dans cette perspective où l'enfant à l'école, il est face à un maître ou à un système, en fin de compte, de récompense, où il se situe dans la logique de l'autre et des attentes de l'autre plutôt que de se connecter à son potentiel et à son capital. Et d'où peut-être les premières étapes, les premières bases d'un futur... moi, je vois le burn-out comme un syndrome de bon élève, en fin de compte. Et s'interroger sur la place de l'école, de ses valeurs, de ce qu'on essaye d'inculquer aux enfants très très tôt. Est-ce que ça ne fait pas d'eux les futurs démissionnaires ou les futurs burn-outers, si je peux dire. Voilà, merci. Oui, non, mais tout à fait. En fait, ça se rejoint. C'est-à-dire qu'un individu, dans sa vie, il ne fait que vieillir finalement. Donc effectivement, quand il est adolescent et que vers 12 ans, là, à l'entrée au collège, on commence déjà à lui dire qu'il va avoir à remplir le truc sur Parcoursup, etc. en troisième, c'est-à-dire quelques années plus tard, pour choisir son orientation professionnelle, et que d'une certaine façon, c'est présenté comme quelque chose qui va déterminer tout le reste de sa vie. C'est hyper angoissant. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, quand vous vieillissez, c'est-à-dire que vous devenez jeune adulte et puis vous devenez adulte, finalement, vous restez avec cette idée, quelque part, que vous avez complètement internalisée, parce que la société aussi, elle est construite autour de ça, sur le fait qu'il faut avoir un emploi, de préférence un CDI, à temps plein. Parce que finalement, toutes les sociétés sont organisées quand même autour de l'emploi. Pas forcément du travail, mais autour de l'emploi. C'est-à-dire, à quoi ça vous donne accès quand vous avez un emploi? Vous avez le droit d'avoir un crédit pour acheter une maison, pour acheter une voiture, pour acheter un poisson rouge, bref, peu importe. Okay. On ne sait jamais. Ça fait partie du package avec la maison. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est aussi tout ça. C'est-à-dire que peut-être au-delà de tout ça, il faut peut-être repenser aussi la manière dont nos sociétés sont organisées autour de l'emploi et autour du statut que donne l'emploi aux personnes. Moi, je suis assez confiant par rapport à votre question sur la jeune génération. On a quand même tous autour de nous soit des enfants ou des indicateurs qu'ils accepteront peut-être moins tout un tas d'espèces de normes sociales qui s'est construite, les 30 glorieuses, la reconstruction, la valeur travail. On n'a pas le temps, mais c'est dommage. Mais ils ne travaillent pas moins. Ils n'ont pas moins envie de travailler. Mais peut-être que, si on reste sur la santé, moi hier j'étais avec des collègues médecins généralistes qui voulaient que j'intervienne dans un DU parce qu'ils sont tétanisés par le fait que les internes en médecine G ne veulent plus travailler que 3 jours et demi. Mais je leur ai dit, mais la question, c'est peut-être pas la manière dont vous les regardez, mais regardez-vous les regarder. C'est-à-dire que finalement, c'est pas sûr qu'ils travaillent moins, mais moi je suis assez confiant sur cette jeune génération, peut-être pour mettre un
un go, un peu ce que vous disiez, là où nos générations, voilà, comme tu disais, à la faveur d'une représentation du travail qui était extrêmement ancrée, s'en extrairont peut-être un petit peu. À voir. Merci. Donc je vais vous livrer une réflexion, question, ce sera la dernière, et puis éventuellement n'hésitez pas à venir voir les intervenants si vous avez besoin d'échanger avec eux. Une question qui vient de Corinne Melzer, donc c'est toujours une père aidante, en plus je la connais, elle est à Tours. Pourquoi les psychiatres ne notent pas sur l'arrêt de travail, même avec 2 à 3 prolongations d'arrêt, épuisement professionnel ou souffrance professionnelle, ou plutôt que état anxieux, pardon. Et elle dit, pour info et exemple, un médecin généraliste, au bout du 3e renouvellement d'arrêt, m'a dit « Il ne faut pas être égoïste, votre boulot est très important, les gens que vous accompagnez comptent sur vous, donc il faut prendre sur vous. » Lorsque je lui disais que j'étais tellement fatiguée que je voulais arrêter le temps complet et passer à temps partiel, car je ne pouvais pas retourner travailler dans les conditions que je subissais. Voilà, donc c'était une remarque. Et cette personne précise également qu'ayant un trouble PTSD borderline, médecin et psychiatre avaient connaissance que dans mon parcours, j'avais eu 3 épisodes suicidaires. Voilà, c'est une réflexion que je vous livre. Alors après, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, ça va dépendre des individus que vous rencontrez. Vous avez des médecins généralistes, vous avez des psychiatres qui le marquent, syndrome d'épuisement professionnel, ou qui marquent burn-out même d'ailleurs parfois. Mais ça va dépendre effectivement des personnes ça dépend vraiment des individus que vous avez en face de vous, mais quelle que soit la profession que vous exercez en fait.